Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo afin de vous présenter la deuxième partie de l'ouvrage de Dominique Duval, La biochimie métabolique, des collections Biomède des éditions Boeuf dirigées par l'embryologiste et le biologiste français Claude Louis Gallien. Voilà l'ouvrage Biochimie métabolique de Dominique Duval. Voilà. Biochimie donc métabolique. Dominique Duval est maître de conférence au Centre national de recherche scientifique. Voilà le plan de l'ouvrage. Donc la première partie, mise en réserve de l'énergie, introduction, énergétique cellulaire, la glycolyse, le cycle de Krebs, la phosphorylation oxydative et la chaîne respiratoire, la dégradation des acides gras et la bêta-oxydation, la phase lumineuse de la photosynthèse. Pour la deuxième partie, l'utilisation de l'énergie cellulaire. Donc le cycle de Calvin, la néoglucogenèse, le rôle de l'acétyl-coenzyme A dans la biosynthèse des lipides, la biosynthèse des ARN et la transcription, la biosynthèse des protéines et la traduction, et le transport à travers les membranes avec bien sûr des exercices et des applications. Voilà donc cet ouvrage de 142 pages. C'est un ouvrage fort intéressant par son contenu. Voilà. Donc la première partie, la mise en réserve de l'énergie. Voilà l'introduction de l'ouvrage, traitant l'unité biochimique des êtres vivants sur le plan structural, sur le plan métabolique et sur le plan bien sûr de régulation. Voilà le premier chapitre, l'énergétique cellulaire. Donc une introduction avec des rappels de thermodynamique, l'énergie interne, l'enthalpie, l'entropie et les variations d'énergie libre, l'ATP et les molécules à liaison riches en énergie, notion de réaction couplée, l'ATP et autres molécules à liaison riches en énergie. Voilà donc le premier chapitre avec bien entendu des rappels de thermodynamique, notamment donc les rappels sur la notion de l'énergie interne, de l'enthalpie, de l'entropie, donc le premier principe et le deuxième principe de la thermodynamique. Aussi donc le calcul des variations des énergies libres en rapport avec les constantes d'équilibre associées à une réaction chimique. Voilà donc les liaisons et les molécules donc riches en énergie, donc notamment l'ATP, l'adénosine triphosphate. Voilà sa formule et sa structure chimique. Voilà donc autres molécules à liaison riches en énergie, notamment il y a donc l'UTP, l'uridine triphosphate, la guanosine triphosphate, la cytidine triphosphate, aussi l'acide phosphophénol pyruvique, la phosphocréatine et ainsi de suite. Voilà le chapitre 2, donc c'est la glycolyse. Le chapitre 2, donc il traite les réactions de glycolyse, la formation du fructose ainsi diphosphate, la formation et l'oxydation de glycéraldéhyde 3-phosphate et la formation bien sûr des ATP, ainsi que le bilan de la glycolyse et les transformations de l'acide pyruvique, les fermentations notamment alcooliques et lactiques. Voilà donc le schéma de transformation du glucose en fructose 1,6-diphosphate. Voilà les réactions de la glycolyse. La formation de fructose 1,6-diphosphate, formation et oxydation du glycéraldéhyde 3-phosphate,
et la formation bien sûr de l'ATP. Voilà. Donc le bilan ici de la glycolyse. Et le schéma donc de la voie d'Emden-Mierhof ou bien la glycolyse. Ici la formation des molécules de l'ATP, donc deux molécules d'ATP, et les transformations que subit bien sûr l'acide pyruvique, notamment la fermentation alcoolique et la fermentation bien sûr lactique. Chacune des réactions qui constituent bien sûr la glycolyse est catalysée par une enzyme particulière dont l'activité dépendra à la fois de l'environnement physico-chimique, le pH, la température, la force ionique, les solvants et ainsi de suite, et de facteurs spécifiques comme les ions, les coenzymes, les activateurs et les inhibiteurs. L'activité globale de cette voie métabolique pourra donc à chaque instant être soumise à de nombreuses régulations. Parmi les réactions décrites donc de la glycolyse, la plupart sont réversibles, mais certaines sont pratiquement irréversibles dans les conditions bien sûr physiologiques et vont constituer les principaux sites de contrôle de la glycolyse. Ce sont bien sûr la transformation du glucose en glucose 6-phosphate avec bien sûr l'hydrolyse d'un ATP catalysé bien sûr par l'exokinase et la transformation de fructose 6-phosphate en fructose 1,6-diphosphate avec notamment l'hydrolyse d'un deuxième ATP catalysé bien sûr par la phosphofructokinase et bien sûr la transformation de l'acide phosphophénolpyruvique en acide pyruvique catalysé bien entendu par la pyruvate kinase. La phosphofructokinase en particulier est une enzyme allostérique dont l'activité est stimulée par l'ADP et l'AMP et inhibée par l'ATP et l'acide citrique. Cela signifie que la mise en réserve d'énergie en ATP par l'intermédiaire de la glycolyse est contrôlée par le niveau énergétique existant dans la cellule et que celle-ci va donc adapter ses activités à ses besoins. Le glucose, bien sûr, substrat initial de l'exokinase, pourra être fourni à la cellule, soit à partir du glucose sanguin, dont le passage à travers la membrane cellulaire est assuré par des transporteurs spécifiques, soit à partir des stocks intracellulaires du glycogène ou d'amidon dans les cellules végétales. Le processus de mise en réserve d'énergie sous forme d'ATP à partir de la dégradation du glucose sera donc également relié à d'autres phénomènes complexes tels que les transports transmembranaires ou bien les réactions de la glycogénolyse. Voilà donc la fin de ce chapitre et le chapitre 3, le cycle de Krebs. Hans Krebs est un prix Nobel de médecine en 1953. Donc on a la formation de l'acétylcoenzyme A, la structure de l'acétylcoenzyme A, la décarboxylation oxydative de l'acide pyruvique et notamment les réactions du cycle de Krebs, le bilan, le schéma simplifié, l'équation globale et la régulation du cycle de Krebs. Voilà donc la formation de l'acétylcoenzyme A, voilà la structure de l'acétylcoenzyme A. Donc la décarboxylation oxydative de l'acide pyruvique, il donne bien sûr l'acétylcoenzyme A avec dégagement du CO2. Voilà les réactions bien sûr du cycle de Krebs. Et le bilan bien sûr avec un schéma simplifié et l'équation bien sûr globale de cycle de Krebs qui s'effectue bien sûr en mitochondrie à la matrice. Par contre, la glycolyse s'effectue donc en hyaloplasme. Voilà donc l'interlude et la régulation bien sûr du cycle de Krebs. Donc la phosphorylation oxydative et la chaîne respiratoire. Donc on a donc notion du potentiel d'oxydoréduction, donc rappel de quelques notions de la thermodynamique électrochimique utilisée en énergétique cellulaire, mesure du potentiel normal d'un système redox, la chaîne respiratoire,
le principe et la chaîne des cytochromes, la phosphorylation oxydative et la variation d'énergie libre associée à l'énergie respiratoire ainsi que la formation d'ATP. La quatrième partie, c'est le bilan énergétique de l'oxydation complète du glucose et le rendement de la dégradation du glucose. Voilà donc notion du potentiel d'oxydoréduction avec bien notamment l'équation de Nernst, l'équation bien sûr fondamentale de l'énergétique, de l'électrochimie ou bien de la thermodynamique électrochimique. Voilà donc la chaîne respiratoire ici, réaction de la chaîne respiratoire. Donc, la chaîne des cytochromes donc, qui s'effectue donc à la membrane interne, au niveau bien sûr de la membrane interne de la mitochondrie. Et fait intervenir bien sûr des transporteurs d'hydrogène, les cytochromes, et d'électrons bien sûr, notamment le NAD et le FAD, avec l'oxygène bien sûr comme accepteur final des électrons qui bien sûr se réduit en eau. Ici donc la phosphorylation oxydative, variation de l'énergie libre associée à la chaîne respiratoire. Voilà. La diminution, bien sûr, l'augmentation du potentiel, bien sûr, redox par la suite de transfert des électrons donc, dans la chaîne respiratoire, donc du NAD vers le coenzyme Q, vers le cytochrome B, vers le cytochrome C1, vers le cytochrome C, et enfin vers le complexe des cytochromes A et A3, et finalement vers le transporteur final qui est bien entendu l'oxygène. Ici donc la formation de l'ATP. Il existe 3 sites bien sûr de formation d'une molécule d'ATP le long de la chaîne respiratoire. Premièrement, le transfert d'électrons de la nicotinamide adénosine dihydrogène à la flavine mononucléotide par un bilan énergétique de moins 12 kcal par mol. Le transfert d'électrons du cytochrome B au cytochrome C1 par une énergie de moins 10 kcal par mol et le transfert d'électrons du complexe cytochrome A à 3 à l'oxygène avec une énergie de moins 24 kcal par mol. Donc on voit donc que l'oxydation du NADH permettra la synthèse de 3 molécules d'ATP, tandis que l'oxydation du FADH2 nous fournira que 2 ATP. Voilà le bilan énergétique complet de l'oxydation complète du glucose. Donc l'oxydation donc complète aboutit à 36 molécules d'ATP. Les réactions donc sont la glycolyse qui s'effectue dans l'hyaloplasme. Donc il y a la phosphorylation du glucose, la phosphorylation du glucose 6-phosphate, la formation de l'acide de 2 molécules d'acide 1,3-diphosphoglycérique. Enfin donc la formation de la molécule acide 3-phosphoglycérique. Voilà le bilan donc des ATP. Aussi donc les 2 acides phosphoénol pyruvique donnent 2 molécules de l'acide pyruvique avec la réduction bien sûr de NAD+ en 2NADH. Après il y a la formation de l'acétyl coenzyme A dans la mitochondrie, la réduction du NAD+ à 2NADH. Aussi donc le cycle de Krebs à la matrice. Donc 2 succinylcoenzyme A, il donne l'acide succinique avec 2 molécules d'ATP et GTP pour 2 cycles, la formation de 6 NADH et de FADH2. La phosphorylation oxydative, donc la régénération des coenzymes réduites en mitochondrie bien sûr sur la membrane interne. Il y a donc les 2 NADH de la glycolyse, les 2 NADH formés lors de la formation de l'acétylcoenzyme A, les 2 FADH2 lors du cycle de Krebs et les 6 NADH lors notamment du cycle de Krebs. Donc au total, on a 36 ATP. Et le rendement de la dégradation du glucose, donc, il donne une valeur bien sûr de moins 263 kcal par mol avec un rendement de 38%. Voilà donc l'interlude de ce chapitre.
Voyons maintenant le chapitre de la dégradation des acides gras et la bêta-oxydation. Donc, on a l'hydrolyse des triglycérides, l'activation des acides gras, l'hydrolyse des triglycérides, bien entendu, la formation d'acylcarnitine, l'hélice de Linén et le bilan de l'oxydation des acides gras. Voilà donc l'hydrolyse des acides gras et l'activation, l'hydrolyse plutôt des triglycérides et l'activation des acides gras. Donc voilà. Et l'hélice de Linén, Fritz Linén, le biochimiste autrichien et le prix Nobel de médecine. Bien sûr, donc la formation de l'acylcarnitine s'effectue sur la face externe de la mitochondrie dans le sens 1 et l'acylcarnitine diffuse à travers la membrane interne de la mitochondrie et à l'intérieur de la mitochondrie s'effectue bien sûr dans le sens 2 et libérant un nouveau acyle coenzyme A. Voilà. Et le bilan de l'oxydation des acides gras, donc 35 ATP formés, bien sûr, et la régénération de les cofacteurs, bien sûr, fournit 11 ATP. Donc au total, il y a donc 131 molécules d'ATP qui est le bilan énergétique de l'oxydation des acides gras. Voilà l'interlude. Le chapitre 6, donc la phase lumineuse de la photosynthèse, système photorécepteur et rôle des molécules de chlorophylle, la mise en évidence du rôle des chlorophylles, la nature des molécules de chlorophylle et la notion du centre réactionnel, les réactions de Hill et l'origine de l'oxygène dégagé, la notion des photosystèmes, l'effet Emerson et l'existence de deux systèmes photochimiques, la chaîne de transfert des électrons photosynthétiques, le schéma d'Arnon, la photophosphorylation et le bilan de la phase lumineuse de la photosynthèse. Revenons sur la dégradation bien sûr des lipides, c'est-à-dire la lipolyse. Donc la lipolyse, c'est la mobilisation des réserves lipidiques contenues dans le tissu adipeux plutôt, mais aussi dans d'autres tissus, permet aux organismes, en augmentant la quantité d'acide gras libre circulant, de stimuler la bêta-oxydation et donc la production énergétique. Dans de nombreux organes, notamment la foie, plutôt le foie, le rein, le cœur et les poumons, cette hydrolyse des glycérides est assurée par les lipases dont l'activité est étroitement contrôlée, en particulier par les hormones. On a montré que l'effet, que l'adrénaline, le glucagon et l'adrénocorticotrophine, donc ils stimulent la lipolyse, tandis que l'insuline diminue cette dégradation des lipides. Ce mécanisme d'activation des lipases est complexe et apparaît médié par des récepteurs hormonaux membranaires. On a pu montrer en effet qu'il existe à la surface de la membrane des adipocytes et d'autres cellules des glycoprotéines qui reconnaissent et qui lient soit l'adrénaline, soit la CTH, soit le glucagon. Chaque récepteur bien sûr est spécifique d'une hormone et ne reconnaît qu'elle. L'interaction hormone-récepteur va entraîner l'activation d'une enzyme située à la face interne de la membrane. C'est une adényle cyclase qui donc aboutit à la formation de l'AMP cyclique qui interagit avec une autre enzyme, une protéine kinase, qui en présence de l'ATP favorise la phosphorylation de diverses protéines et en particulier le passage d'une forme inactive de la lipase à une forme active. Selon Early Sutherland Jr., prix Nobel de médecine en 1971 plutôt, on dit que la MP cyclique représente le second messager intracellulaire de l'effet hormonal et son rôle est considérable dans de nombreuses actions hormonales. Le mode d'action de l'insuline qui diminue la lipolyse ou du cortisol qui augmente cette dégradation, bien sûr, est largement connu maintenant. Revenons au chapitre 6 de la photosynthèse. Voilà donc la formule de la chlorophylle A, la nature des molécules de chlorophylle. Voilà la mise en évidence du rôle de la chlorophylle, donc la densité optique, sa variation avec la longueur d'onde de la lumière. Donc l'absorption de la lumière par la chlorophylle.
c'est un rôle photochimique. Voilà donc les centres réactionnels P70 et les réactions de Hill qui bien sûr dégagent l'origine de l'oxygène bien sûr. Hill, c'est un prix Nobel de médecine en 1921 avec Meyerhoff pour la glycolyse et Hill pour la photosynthèse. Donc les réactions de la photolyse de l'eau aboutit bien sûr au dégagement de l'oxygène. Donc les expériences de Ruben et Kamen utilisant l'isotope lourd bien sûr de l'oxygène O18 a permis donc de confirmer les hypothèses de Hill. Voilà la notion des photosystèmes. Donc l'effet Emerson, la mise en évidence de l'existence de deux photosystèmes, chaîne de transfert des électrons photosynthétiques avec le schéma d'Arnon ici. Voilà. Et bien sûr, la photophosphorylation. Voilà. Le schéma général de Van Niel des réactions donc de la photosynthèse. NO, NCO2 avec la lumière, il donne donc N formaldéhyde avec N oxygène. Il faut donc signaler que certaines bactéries anaérobies strictes peuvent également effectuer des réactions de photosynthèse. Ces bactéries ne produisent pas bien sûr d'oxygène, qui pour elles est toxique, et utilisent d'autres donneurs de l'électron que l'eau, notamment le H2S, le sulfure d'hydrogène, et ils dégagent l'eau et le soufre. Bien sûr, certaines bactéries ils utilisent l'isopropanol à la place bien sûr de l'eau comme récepteur d'électrons, comme un fournisseur d'électrons plutôt. Donc la deuxième partie, l'utilisation de l'énergie cellulaire. Le cycle de Calvin, les réactions du cycle de Calvin, la fixation du CO2, la formation du fructose 6-phosphate, la régénération de l'accepteur et le bilan du cycle de Calvin, l'équation globale et le schéma simplifié. Melvin Calvin est un prix Nobel de chimie en 1961 pour ses travaux, bien sûr, sur la photosynthèse. Voilà les réactions du cycle de Calvin, la fixation du CO2. Voilà. Ici, la formation du fructose 6-phosphate. Voilà la régénération de l'accepteur. Et enfin, le bilan, bien sûr, du cycle de Calvin. L'équation globale et le schéma simplifié. Et l'interlude, le rôle de l'anhydrase carbonique, bien sûr. Et la fixation de CO2 par le cycle de Calvin. Maintenant, la néoglucogénèse, précurseur de la néoglucogénèse, l'acide lactique, la dégradation des acides aminés, les réactions de néoglucogénèse. Voilà donc l'acide lactique, la dégradation des acides aminés, les réactions de néoglucogénèse et le schéma général. Voilà. Et les réactions caractéristiques de la néoglucogénèse. Voilà le bilan énergétique et l'interlude. La dégradation du glycogène, la synthèse du glycogène. Voilà le chapitre 9, le rôle de l'acétyl-coenzyme A dans la biosynthèse des lipides, biosynthèse des acides gras, la voie du malonyl-coenzyme A, la carboxylation de l'acétyl-coenzyme A, le rôle de l'acide carrier proteins, élongation de l'acide gras, le bilan de la biosynthèse des acides gras, la consommation de l'ATP, l'origine de la nicotinamide adénosine dinucléotide phosphate hydrogène, la biosynthèse du cholestérol, la synthèse de l'isopentényl pyrophosphate et la formation du squalène. Voilà donc la biosynthèse des acides gras, la voie du malonyl coenzyme A, donc, qui fait intervenir l'acétylcoenzyme carboxylase, qui est une hétéroenzyme dans le groupement prostétique, et la biotine ou la vitamine H. La voilà la vitamine H. Le rôle donc de l'acide carrière protéine comme un support aux différents intermédiaires de la synthèse des acides gras. L'élongation des acides gras, donc, ils sont catalysés par un système multi-enzymatique qui est bien sûr les acides gras synthétases. Voilà donc les réactions de la biosynthèse d'acides gras. Voilà le bilan de la biosynthèse des acides gras qui consomment donc 7 ATP. La biosynthèse du cholestérol,
qui est le précurseur des hormones stéroïdes, ainsi qu'un constituant fondamental des membranes cellulaires. Voilà donc la phosphorylation de l'acide mévalonique et la formation bien sûr du squalène enfin, et le cholestérol. Donc ici donc la biosynthèse des ARN, la transcription, la mise en évidence des ARN messagers, les ARN polymérases bactériennes, propriétés de cette enzyme, cas des cellules eucaryotes, les mécanismes de la transcription chez les Escherichia coli, donc l'attachement, l'initiation, l'élongation et la terminaison. La conclusion, donc schéma général, caractère de la transcription, remarque, transcription dans les cellules eucaryotes et la maturation des ARN. Mise en évidence des ARN messagers. Voilà donc l'ARN polymérase. Voilà les propriétés de l'enzyme, bien sûr, de l'ARN polymérase bactérienne, le cas des cellules eucaryotes, et les mécanismes, bien sûr, de la transcription, donc l'attachement, l'initiation, l'élongation et enfin la terminaison. Donc, voilà, conclusion donc générale. Voilà les étapes, bien sûr, de transcription. Donc, ici, la maturation des ARN au sein du noyau. Donc l'épissage et la polyadénylation. Enfin donc ici donc l'expression du gène codant pour l'ovalbumine. La biosynthèse des protéines donc chapitre 11, la traduction, donc le code génétique, notion du triplet, vérification expérimentale de l'existence des codons, tableau du code génétique, propriété du code génétique, l'activation des acides aminés et le rôle des ARN de transfert. L'activation, bien sûr, et le rôle des ARN de transfert, bien entendu. La biosynthèse des protéines dans les organismes prokaryotes. L'initiation, élongation et terminaison. Voilà donc le code génétique. Voilà donc le tableau du code génétique et les propriétés du code. Donc la dégénérescence, le non-chevauchement, la flexibilité et l'universalité. Ici, l'activation des acides aminés et le rôle des ARN de transfert. Voilà donc l'activation, rôle de l'ARN de transfert plutôt. Donc, pour chaque acide aminé, il existe un ARN de transfert spécifique ainsi qu'une enzyme, l'amino acyle ARN de transfert synthétase. Donc, le rôle des ARN de transfert ici. La structure des ARN de transfert, la biosynthèse des protéines dans les organismes prokaryotes, ici donc l'initiation, l'élongation, donc l'élongation, donc ici la fixation donc d'un ARN de transfert chargé, formation de la liaison peptidique et la translocation. Et enfin donc la dernière étape qui est bien sûr la terminaison. Ici donc voilà. Et l'interlude bien sûr. Hypothèse donc du répresseur du à Jacob et mono. Ainsi que l'opérant donc lactose, l'opérant tryptophane et ainsi de suite. Voilà. Donc le chapitre 12. Transport à travers les membranes, perméabilité à l'eau, mise en évidence, notion de pression osmotique, notion de diffusion, conclusion, transport passif, diffusion simple, facilité, cas particulier des électrolytes, transport actif, mise en évidence des ATPases dépendantes du sodium-potassium et la généralisation. Voilà donc le modèle de la membrane biologique ou la membrane cellulaire, donc la mosaïque fluide de Singer-Nicolson. La perméabilité à l'eau, donc la mise en évidence, la notion de la pression osmotique. Voilà donc l'osmomètre du Troche, ici. Les phénomènes de diffusion. La fameuse loi de Fick, ici, de diffusion. Conclusion et le transport passif, bien sûr. Diffusion simple.
ici, et la diffusion facilitée. Voilà. Qui fait intervenir des canaux ioniques pour les ions et des perméases, bien sûr. Ici, le cas particulier des électrolytes, biologie et physiologie cellulaire, membrane plasmique, cellules et virus, de la collection, bien sûr, méthode des éditions Hermann. Nous arrivons donc à la fin de cet ouvrage très intéressant en biologie métabolique qui décrit bien sûr les mécanismes biochimiques des transformations et du métabolisme cellulaire. Merci de votre attention et nous vous souhaitons une très belle journée. Attendez-nous dans un nouvel ouvrage de la nouvelle collection intitulée Biologie cellulaire, également des éditions PUF des presses universitaires de France de la collection Biomed. Merci de votre attention et n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne afin que vous puissiez recevoir toutes nos nouveautés et toutes nos vidéos. Merci encore une fois et à bientôt.